Renaud Désir, Marc Rouvel. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Le gouvernement a donc publié hier la liste précise de tous les produits qui ont brûlé jeudi dernier à Rouen. Le gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de danger pour la santé. Est-ce que vous êtes rassuré ce matin ? Non, et je crois que les Françaises, les Français, les Rouennais en particulier, mais aussi celles et ceux qui habitent dans les régions où ont été constatées des retombées de suie ne le sont pas pleinement. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est se situer par rapport à cet événement. Nous venons de vivre, en quelque sorte, la catastrophe industrielle la plus importante depuis l'explosion de l'usine AZF en 2001. Le problème que nous avons, c'est que tout ce qui a été dit depuis ces 5 jours, en réalité, apparaît comme étant contradictoire avec les mesures de prévention qu'il y a eu sur place. Par exemple, quand on dit qu'il y a 112 communes concernées par des mesures conservatoires, qu'on dit que les agriculteurs vont être potentiellement indemnisés pour les pertes que l'on peut imaginer, c'est bien que l'on craint une nocivité. Bon, là, on voit hier la liste qui a été publiée. On a 5253 tonnes de produits qu'on brûlait, ce qui montre aussi d'ailleurs les quantités astronomiques de produits chimiques que brasse cette industrie. Les scientifiques qui prennent la parole depuis hier, puisqu'on a une liste d'abord qui donne à voir finalement les fonctions des agents qu'on brûlait. Puis après, on regarde un peu plus précisément leur composition, et ils nous disent qu'on peut pas affirmer aussi nettement que l'a fait le gouvernement que ça n'est pas nocif. Et puis, si on dit d'un côté que la qualité de l'air n'a pas été dégradée, alors pourquoi les gens ont-ils ressenti ces nausées, ces vomissements? Se pose la question aussi. Désagréable, mais pas nocif. Oui, mais vous savez, il y a aussi, et d'ailleurs les médecins le disent, il y a aussi des produits qui, lorsqu'ils sont en combustion, ne produisent pas particulièrement d'odeur, et pour autant le fait qu'ils soient inodores ne préfigure pas du caractère inoffensif de ces produits. Moi, j'ai la désagréable impression, si vous voulez, qu'il y a un espèce de calcul bénéfice-risque qui consiste de la part peut-être du gouvernement à dire, parce que de toute façon maintenant ça a été fait, pourquoi inquiéter davantage la population? Moi, je crois que de la même manière qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'inquiétude sans raison. Voilà, les gens qui ressentent une inquiétude ont des raisons de la ressentir. Je crois que les Français sont prêts à entendre la vérité, pour le peu qu'on la leur dise. Voilà ce qu'il faut dire. Et justement, pour rechercher cette vérité, Adrien Quatennens, la France Insoumise réclame l'installation d'une commission d'enquête parlementaire. Ce matin, je propose de l'écouter, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, était l'invitée de France Info. Elle vous a répondu. Les parlementaires ont évoqué la création d'une commission d'enquête. Moi, je serai auditionné devant la commission du développement durable cet après-midi. Si les parlementaires souhaitent une commission d'enquête, évidemment, on leur donnera tous les éléments. Le gouvernement est prêt à la constitution d'une commission d'enquête? Il le faut. Je regrette que le gouvernement joue la transparence. Écoutez, le gouvernement, en tout cas, a mis 5 jours pour fournir la liste de ces produits. Alors j'entends qu'il fallait pouvoir évaluer la quantité de stock. On nous parle aussi, et c'est important. Je vous interromps, parce que Elisabeth Borne, à qui on a posé la question tout à l'heure, a dit la liste, je l'ai depuis hier. Oui, et uniquement hier. Oui, donc alors nous l'avons mis. Non, la liste qui est disponible depuis hier, c'est la liste des quantités qu'il fallait pouvoir évaluer et des 400 produits différents. C'est ce qu'elle nous a dit en tout cas. La liste, on ne pouvait pas la donner publiquement précédemment parce qu'il y a des raisons de sûreté. C'est ce qui a été évoqué hier par le gouvernement. Mais pour autant, les industriels sont tenus de faire un inventaire très précis des produits et de leur quantité sur place. Donc, mais la commission d'enquête va avoir plusieurs intérêts. D'abord, de savoir finalement ce qui s'est produit exactement, les conséquences que ça a, mais surtout faire en sorte que ça ne puisse plus arriver. Parce que ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on a en France beaucoup de sites Seveso, beaucoup de sites donc dangereux, et on a depuis ces derniers temps, notamment beaucoup en 2018, un assouplissement régulier des règles. Et ça, il faut l'expliquer quand même aux Français. C'est que par exemple, 3 jours avant l'incendie de Rouen, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait un grand plan de simplification des règles, notamment d'installation de projets industriels, par exemple en disant que les travaux doivent pouvoir commencer dans le cadre d'un projet industriel sans attendre l'autorisation environnementale. J'alerte sur le fait que même Ineris, qui est l'organisme chargé de faire tous ces contrôles sur les risques industriels, nous explique qu'aujourd'hui, en gros, un agent contrôle 420 sites. On a eu, à mesure des années qui viennent de s'écouler, et notamment beaucoup en 2018, un assouplissement des règles qui font qu'il y a beaucoup moins de contrôle, qu'il y a beaucoup moins de capacité à contrôler. Ineris dit, pour que tout ça soit tenable, il nous faudrait 200 agents supplémentaires. Vous dites un agent pour 420 sites.
Un agent pour en gros, contrôler 420 aujourd'hui, sites. un agent est en capacité, en moyenne, de contrôler à peu près 420 sites. Ineris dit, l'organisme dit lui-même, il nous faudrait 200 agents de plus pour que la situation soit tenable. De la même manière, j'alerte attention sur ce fait, c'est que le ministère de l'Environnement voit aussi ces postes supprimés. On nous dit encore 5000 suppressions de postes potentielles d'ici à 2022. Rien que dans le budget que nous allons commencer à discuter à l'Assemblée nationale, c'est plus de 1000 postes en moins. Donc on voit bien qu'il y a une dégradation des moyens de contrôler, un assouplissement des règles finalement industrielles et une responsabilité aussi des industriels. Il faut rappeler quand même que l'usine Lubrizol, elle est détenue par un fonds d'investissement qui appartient à Warren Buffett, qui est la troisième richesse du monde. Adrien Quatennens, est-ce que c'est ce groupe qui doit aujourd'hui payer les dégâts et notamment indemniser les agriculteurs? Ils sont déjà 1800 sinistrés à qui on a demandé d'arrêter les récoltes, d'arrêter pour ceux qui font du lait de vendre leur lait. Est-ce que c'est le groupe qui doit payer ou est-ce que c'est à l'État d'indemniser? Le groupe a effectivement des responsabilités. Alors après, l'enquête va déterminer quelles sont les origines de l'incendie, mais de toute évidence, il y a d'abord une responsabilité de l'industriel qui doit effectivement payer. Mais nous avons besoin encore à cette heure que toute la lumière soit faite, que toute la vérité soit faite. Par exemple, au-delà du fait de savoir quels ont été les produits qu'on brûlait, nous n'avons pas encore de certitude quant à la composition des suies, ni d'ailleurs jusqu'où les retombées se sont faites. Moi-même, vous voyez, ce week-end à Lille, dimanche, j'ai été témoin personnel sous mes Velux qui sont en pente dans mon appartement, qu'à mesure que la pluie tombait pendant l'après-midi de dimanche, il y avait sur mes fenêtres à Lille, 3 jours après les événements, des dépôts de poussière que j'ai signalés à la préfecture, parce que jusqu'à présent, il y avait eu très peu de témoignages. Moi, j'ai vu ça. Si on vous écoute bien, Adrien Quatennens, vous doutez de la parole du gouvernement, mais vous ne doutez pas de la parole des scientifiques. Il faut s'appuyer sur les avis des scientifiques. Mais de toute évidence, et précisément ce qui n'est pas en mesure de rassurer de manière significative, c'est que depuis la publication de la liste des produits hier, les scientifiques qui prennent la parole, y compris ce matin sur les diverses antennes, disent effectivement peut-être que le Premier ministre a parlé un peu tôt lorsqu'il a dit c'est pas nocif. Vous voyez, moi je pense que c'est pas rassurer qui est le plus important, c'est d'abord dire la vérité. Vous savez, les Français, ils ont dans l'imaginaire collectif l'expérience de... qu'on ne sait pas, quand on ne sait pas encore. Oui, mais donc quand on ne sait pas encore, par définition, vous comprendrez qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de nocivité quand on n'en est pas sûr. Et y compris quand la parole des scientifiques vient la contredire après. Pour réagir à vos propos, la dernière déclaration de la ministre de la Santé qui semble pas exactement sur la même ligne que ce qu'a dit ce matin Elisabeth Borne, Agnès Buzyn. Aujourd'hui, personne ne sait, dit-elle, exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. Une petite nuance par rapport à ce qu'on a entendu ces derniers jours. C'est-à-dire que, mais ce qui est effectivement aussi responsable de l'inquiétude et de la colère des habitants de Rouen, c'est qu'ils voient bien que les discours ne sont pas les mêmes depuis 5 jours, qu'on a eu d'abord dans un premier temps des discours extrêmement rassurants, qui ont été en contradiction avec les mesures conservatoires qui ont été prises. Moi, je le dis, le but, ça n'est pas de rassurer pour rassurer. Les Français sont en mesure d'entendre la vérité. Il y a eu le précédent quand même, qui, je le disais à l'instant, dans l'imaginaire collectif a été très fort, de Tchernobyl. On avait expliqué aux Français que le nuage s'était, comme par miracle, arrêté à la frontière. Les Français sont en capacité d'entendre la vérité. Il faut qu'on leur dise, il faut qu'on puisse dire quelles sont les conséquences sur la santé. Je pense aussi. C'est pas que Tchernobyl quand même. Bien évidemment, mais en tout cas, il faut arrêter de faire semblant que finalement rien ne serait grave, alors qu'a priori on n'était pas en capacité de le dire immédiatement. Regardez, vous avez aussi les secours qu'il faut saluer, qui ont été d'une abnégation totale dès la nuit de l'incendie et qui aujourd'hui s'interrogent parce qu'ils sont arrivés sur place avec des moyens de protection qui sont assez dérisoires et qui nous disent on a des collègues qui ont connu les vomissements, les nausées. Bon, tout ça n'est pas anodin. Il faut pas chercher à inquiéter outre mesure. C'est pas ce qu'on essaye de faire. Il s'agit pas d'agiter une peur irrationnelle, mais pas de rassurer à tout prix pour rassurer. Les Français veulent d'abord et avant tout la vérité et ensuite notre travail et le travail de la commission d'enquête, ce sera de savoir ce qu'il s'est passé et comment on peut l'éviter à l'avenir et faire aussi le bilan de ces politiques, je l'ai dit, qui ont vu finalement se restreindre les capacités à contrôler, les moyens pour contrôler et les règles notamment liées aux industriels. Dans un instant, Adrien Quatennens, vous nous direz si vous soutenez les policiers qui manifestent aujourd'hui, mais d'abord à 8h41, le rappel de l'actualité avec Soisigbourg. Aucun des produits recherchés lors des analyses à Rouen ne présentait un risque pour la santé. Elisabeth Borne s'est voulue rassurante ce matin sur France Info, alors que la liste des produits qui ont brûlé pendant l'incendie de l'usine Lubrizol a été rendue publique hier soir. 5200 tonnes d'additifs, de solvants et de détergents. Le malaise des policiers, nouvelle gronde aujourd'hui dans les rues de Paris pour une marche de la colère inédite par son ampleur avec 15 000 personnes attendues et son unité. Tous les syndicats main dans la main. Rendez-vous est donné à 12h30.
place de la Bastille. La Corée du Nord a tiré des projectiles en direction de la mer. Cette nuit, annonce de l'état-major sud-coréen, 2 missiles en tout, alors que les discussions sur le nucléaire doivent avoir lieu samedi avec Washington. Et puis du foot aujourd'hui, Leipzig-Lyon et Lille-Chelsea en deuxième match de Ligue des champions de football. Hier, le PSG a battu Galatasaray 1-0, pour l'instant leader de son groupe devant le Real Madrid. France Info. Et tout est plus clair. Adrien Quatennens, les policiers s'apprêtent à défiler aujourd'hui à Paris pour ce qui sera sans doute l'un des plus gros rassemblements depuis une vingtaine d'années. Vous êtes avec eux ou contre eux ? Ouais, les choses sont pas aussi binaires. Faut entendre la colère des policiers. Voilà, elle est réelle dans ce pays. Vous savez que les policiers ont des millions d'heures supplémentaires qui ne le sont toujours pas payées. On a effectivement des conditions de travail qui sont dégradées. Je pense par exemple à l'état des commissariats. Et puis surtout, on a cette vague impressionnante de suicides dans la police qu'il faut noter. La France Insoumise a demandé, notamment par la voix de mon collègue Alexis Corbière à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une commission d'enquête qui soit créée sur cette vague de suicides au sein de la profession. Donc évidemment que en ce qui concerne les conditions de travail, il faut entendre cette colère. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité dans le malaise actuel de la police, à la fois dû aux images lors de la perquisition du siège de la France Insoumise et dû aux derniers propos de Jean-Luc Mélenchon, les qualifiant, eux ou leurs responsables, on va peut-être en reparler, de barbares? Non, très franchement, je crois que la colère qu'expriment les policiers aujourd'hui est d'abord et avant tout liée à leurs conditions de travail dégradées, aux ordres qui leur sont donnés, parce que, y compris quand on a vu... Et au fait de se sentir parfois détesté. Non mais, vous savez... il s'agit pas de détester la police. D'abord, à chaque fois que nous mettons en cause, y compris la doctrine de maintien de l'ordre, il faut que les policiers de ce pays entendent que ce ne sont pas eux qui sont visés. Nous, politiquement, nous mettons en cause les donneurs d'ordre. Et le premier d'entre eux, Christophe Castaner, qui a tout de même à son bilan de ministre de l'Intérieur, dans le cadre d'opérations censées maintenir l'ordre, lors des manifestations des Gilets jaunes, une vingtaine de personnes éborgnées, 5 mains arrachées, plusieurs personnes qui sont décédées. Bref, c'est un bilan qui est désastreux. Et ce sont les donneurs d'ordre qu'il faut mettre en cause, pas les policiers directement. Alors après, eux se sentent dénigrés. Les policiers se sentent dénigrés, y compris parce qu'ils sont pris à partie chaque samedi depuis près d'un an. Oui, mais si vous voulez, moi, de la même manière que je peux entendre leur colère, que je constate moi-même la dégradation de leurs locaux, de leurs conditions de travail, dire cela. Et d'ailleurs, la France Insoumise propose des solutions pour cela. Nous avons un programme. On nous a dit parfois, certains syndicats de police nous disent oui, à la France Insoumise, il y aurait une haine anti-flic, mais c'est absolument irrationnel. D'ailleurs, il y a tellement pas de haine. Vous aimez la police, Adrien Quatennens ? Mais il y a tellement pas de haine anti-flic, si vous voulez, que nous voulons recruter 10 000 policiers supplémentaires. Voilà. Donc, faut arrêter à un moment donné ces caricatures. Nous voulons réhabiliter l'idée. D'ailleurs, non pas parler de force de l'ordre. Nous voulons réhabiliter, parce que ça convient à notre doctrine en matière de sécurité, à la France Insoumise, le terme de gardien de la paix. On a entendu et de la même manière que je peux dire, si vous voulez, que les conditions de travail de la police se sont dégradées, je m'empêcherai jamais de dénoncer, y compris à votre micro, les dérives qu'il peut y avoir, les violences policières que l'on peut constater, qui sont un fait. Enfin, la France est le seul pays qui, le 21 septembre, s'est rendu coupable de réprimer des manifestations pour le climat. Ça ne s'est vu dans aucun des milliers de pays dans lesquels il y a eu ces marches pour le climat. Quatennens, vous parliez de la haine anti-flic qui a pu s'exprimer ces derniers mois. Par exemple, en marge de certains cortèges des Gilets jaunes, venant des Black Blocs, ce qu'on appelle les Black Blocs, on a entendu fréquemment ce slogan « Tout le monde déteste la police ». On entend ce slogan dans la rue depuis des mois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan? Mais vous le condamnez sans appel? C'est un slogan que je n'utiliserai jamais, et que personne à la France Insoumise. Mais si vous voulez, je peux le condamner, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'il vous choque, ce slogan? Ce qui me choque, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai soutenu le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est l'implication du grand nombre dans la chose politique, avec toutes les contradictions que cela peut rencontrer, toutes les imperfections de ce mouvement, mais je crois qu'il était salutaire de le soutenir, parce que ce que ça dit de la mobilisation dans le pays est important. Vous savez, j'ai vu des gens... C'est pas ma question, hein. Oui, mais je vais vous répondre, c'est important, vous allez voir. C'est moins binaire sans doute que la réponse que vous attendez, mais j'ai vu des gens entrer dans ce mouvement avec la conviction chevillée au corps de la nécessité d'être pacifique et non violent. C'est toujours mon avis. Moi, j'ai choisi mon camp là-dessus. Je crois à l'action de masse, et pour cela, je crois à l'action non violente. Mais j'ai vu les mêmes personnes, plusieurs mois après, face notamment aux consignes absurdes qui ont été passées, aux ordres absurdes qui ont été donnés, et tout ce qu'on a vu en termes de dérives et de violences policières, j'ai vu les mêmes personnes, et face aussi à l'arrogance du gouvernement, les mêmes qui disaient au départ il faut
peut-être non violents, finir par s'impatienter et me retrouver moi et dire Adrien Quatennens, on n'y croit plus nous aux manifestations pacifiques. Eh bien, je mets aussi en cause la doctrine de maintien de l'ordre de ce gouvernement qui crée le fait que des citoyens finissent par basculer dans la violence. Moi, je suis pour une politique de la désescalade. Voilà pourquoi, par exemple, quand il s'agit de parler de la fonction publique et de la police, je parle de gardien de la paix et d'une doctrine de désescalade que nous avons développée dans notre programme avec la France Insoumise et que nous défendons et que les policiers doivent pouvoir entendre. Alors après, qu'il y ait quelques syndicats de police qui nous aient pris en grippe, je peux l'entendre, mais je pense que ça n'est pas sérieux dans le moment. Et il faut entendre leur souffrance, mais de la même manière ne pas s'interdire, y compris de dénoncer les dysfonctionnements qu'il peut y avoir au sein de la police. Je crois que ça nous honore de faire un diagnostic à peu près sérieux de la situation. Adrien Quatennens, Nicolas Sarkozy sera bien jugé sans doute l'an prochain dans l'affaire dite Big Malion, c'est-à-dire du financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Est-ce que vous estimez, là aussi, comme pour les autres affaires récentes, que c'est une justice politique ? Je ne connais pas le dossier de Nicolas Sarkozy et de Big Malion, donc je vais pas me prononcer. Ce qui est sûr, c'est que je peux voir parfois la géométrie variable qu'il y a dans la manière dont certaines affaires sont traitées. En l'occurrence, là, je ne connais pas le dossier, donc j'ai vu que Nicolas Sarkozy aurait à répondre devant un tribunal correctionnel d'un dépassement de plafond sur les dépenses de campagne. Bon, ben c'est le commun des règles. Hein. Une campagne électorale, vous avez des plafonds à pas dépasser, vous déclarez toutes vos dépenses, et puis en l'occurrence, s'il y a des explications à faire devant la justice, de la justice politique dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a mis toutes les autres affaires récentes. Si vous voulez, je le fais d'autant moins que je ne connais pas le dossier. Moi, quand je défends le fait que la France Insoumise a à connaître une procédure d'exception, j'argumente, c'est pas de l'incantation. Je vais pas le dire de la même manière que je pense que vous seriez mal inspiré de dire que parce que vous avez des politiques de tous bords qui sont concernés par des affaires au sens large, que finalement il n'y aurait pas de procès politique fait à la France Insoumise. D'ailleurs, il y a un procès qui s'est tenu ces derniers jours, finalement dans un silence assez assourdissant, mais qui en disait long en fait sur les arguments que nous posons. C'est le procès de l'ancien ministre Urvoas qui a eu lieu devant la Cour de justice de la République. Qui a été couvert et bien couvert par les antennes qui nous accueillent ce matin. Qui a été couvert, mais vous devriez voir que ce procès est révélateur aussi de ce que nous disons et des arguments que nous portons dans le cas qui nous concerne et des mensonges que nous imaginons avoir été proférés par Nicole Belloubet. Je m'explique. Oui. Nicole Belloubet nous dit que en tant que garde des Sceaux, elle n'a pas à connaître du détail des instructions individuelles, etc. Le procès de Monsieur Urvoas fait justement la démonstration qu'il était très informé de procédures individuelles et même que, et d'ailleurs, qu'il en a informé l'un des protagonistes, Thierry Solaire. Qu'il en a informé un des protagonistes, mais surtout, et ceux qui ont assisté au procès ont pu noircir leur carnet de notes pour voir que dans la hiérarchie du ministère, on a clairement établi que parfois cette information remontait jusqu'au Premier ministre, remontait jusqu'au président de la République. C'est bien la preuve que l'affaire est sortie, il a été jugé, il a été condamné. Non mais attendez, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce procès, finalement, fait la démonstration que le garde des Sceaux, en tant que garde des Sceaux, en tant que ministre de la Justice, connaît de manière assez détaillée les procédures, puisque M. Urvoas a lui-même été en possession de documents assez précis qui donnaient à voir ce que seraient les suites de l'enquête pour M. Solaire. C'est bien la preuve que quand Madame la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, nous raconte sans cesse et fait de grands concerts de louanges à l'indépendance de la justice, qui dit qu'elle n'était pas au courant des perquisitions diligentées contre la France Insoumise, que ça n'est pas possible. On ne peut pas penser que le garde des Sceaux dans ce pays ne soit pas au courant d'une telle opération diligentée contre le principal parti d'opposition à ce moment-là. Dans un instant, la réforme des retraites avec vous, Adrien Quatennens. Et tout est plus clair. Le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, est avec nous jusqu'à 9h avec les questions de Renaud Dely. Sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron va rencontrer des Français à Rodez et entamer un débat sur cette réforme qui va occuper le gouvernement au cours des mois à venir. Cette réforme qui vise à instaurer un système par points dit universel vise notamment à supprimer les 42 régimes spéciaux en vigueur encore aujourd'hui. Vous défendez, Adrien Quatennens, le maintien de ces 42 régimes spéciaux. Ils sont encore à vos yeux légitimes en 2019 ? Bon, moi je voudrais pas du tout donner l'impression qu'on défend un statu quo, un espèce de conservatisme. D'abord dire une chose, c'est que les 42 régimes spéciaux, ça ne concerne que 3 petits % de la population. D'accord ? Donc c'est loin d'être le sujet central en matière de réforme des retraites. 3% de la population. Mais il faut s'interroger sur pourquoi ces régimes spéciaux existent. Souvent, c'est des régimes dans lesquels on a dit aux gens, voilà, vous allez avoir des conditions salariales différentes, des conditions de travail différentes, mais la contrepartie pourrait être, par exemple, que vous partiez à la retraite plus tôt, etc. Bon, ces régimes sont plutôt exemplaires du point de vue des conditions qu'ils offrent
offres à ceux qui les occupent. Donc plutôt que de dire, comme ça a été dit par monsieur Édouard Philippe, on comprend mal par exemple qu'un chauffeur de bus du Havre ou de Bordeaux n'ait pas les mêmes conditions que la RATP. Bon, précisément, on comprend quand il dit ça que son but n'est pas d'aligner vers le mieux-disant social, mais d'aligner vers le moins-disant social. Mais j'attire votre attention sur le fait, et y compris l'attention de vos auditeurs, sur le fait que les régimes spéciaux ne représentent absolument rien dans l'ensemble de ce que va susciter cette réforme. Je dis 42 régimes spéciaux, vous dites 42, on a l'impression que c'est énorme, c'est 3% de la population. Est-ce que vous reconnaissez que certains peuvent être remis en cause, au vu notamment de l'évolution démographique ou de l'évolution de ces métiers, qu'il y a certains métiers dans lesquels on n'est plus obligé de partir aujourd'hui à 53, 54 ou 55 ans? Ce ne sont pas les régimes spéciaux auxquels il faut s'attaquer. Le cœur de la réforme, il faut le comprendre, et ça n'est jamais dit. Non mais, les régimes spéciaux, moi je serais plutôt pour qu'un certain nombre de professions soient alignées vers les conditions les plus favorables, pas d'une harmonisation sociale par le bas. Alors ensuite, sur la réforme des retraites, dire l'essentiel aux Français qui n'est jamais dit. À chaque fois qu'Emmanuel Macron prend la parole, à chaque fois qu'Édouard Philippe prend la parole ou que monsieur Delevoye le fait, c'est qu'on a beau nous raconter que avec la réforme par points, on va avoir un système qui serait par nature égalitaire, puisque 1 euro donnerait finalement accès aux points, etc. En réalité, le cœur de l'affaire est le suivant. C'est que monsieur Macron a décidé qu'on n'irait pas au-delà en termes de ressources pour financer les retraites des 14% actuels du PIB concernés. Pour faire simple, parce que c'est assez technique, alors que l'on sait et que toutes les projections démographiques montrent qu'il va y avoir de plus en plus de seniors et de plus en plus de personnes de plus de 65 ans, donc de plus en plus de retraités, le gouvernement est en train de maquiller une opération qui consiste à dire, en gros, vous allez être de plus en plus nombreux à table, mais le gâteau sera strictement le même. Donc la réforme des retraites par points, alors j'y viens, la réforme des retraites par points permet une chose, c'est comme la valeur du point va être modifiée en cours de parcours, vous pouvez simplement gérer la pénurie, c'est-à-dire comment on fait en sorte de partager le même gâteau pour toujours plus de monde. Donc je peux dire une chose à votre micro. Gâteau, il faut augmenter les cotisations. Alors j'y viens parce que nous avons des propositions à faire en la matière. En tout cas, dire une chose, c'est qu'on peut mettre au défi monsieur Delevoye et monsieur Macron de faire la démonstration aux Français que quiconque va y gagner. Ce que ça va produire, c'est que mécaniquement, il faudra travailler toujours plus longtemps. Et quand je dis plus longtemps, c'est même au-delà de 64 ans pour beaucoup de générations. Il faudra travailler toujours plus longtemps pour avoir une pension digne. Mais monsieur Macron a tout prévu, puisque depuis quelques jours, on voit pulluler, notamment sur des chaînes d'infos en continu, des publicités, bien sûr, pour les produits d'épargne retraite par capitalisation, puisque entre en vigueur avec la loi Pacte, ces projets de financement par capitalisation qui doivent permettre à celles et ceux qui ne voudraient pas travailler jusqu'à très longtemps dans des proportions inconsidérées d'avoir une retraite digne, de se faire leur propre retraite. Ça n'est pas possible, ça n'est pas le modèle que nous souhaitons. Ça existe déjà pour les fonctionnaires à travers la préfond ou pour les parlementaires aussi, où il y a des régimes de capitalisation. Alors, sur les parlementaires, vous avez vu que récemment il y a eu des réformes et que la réforme des retraites des parlementaires a permis justement de les ramener le plus possible vers le régime général. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est de dire que la réforme des retraites par points vise simplement à faire en sorte d'organiser la baisse généralisée des pensions de retraite. Alors, vous avez raison de dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire de la contestation à ce projet de réforme. Il faut le contester parce que tout le monde va être perdant. Mais nous avons des contre-propositions à faire. La France Insoumise, et j'y travaille, proposera un contre-projet complet dont les principaux axes sont les suivants. D'abord, dire que il ne faut pas que le départ à la retraite signifie une baisse du niveau de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, dire qu'on doit pouvoir garder la liberté de partir à 60 ans. Et c'est finançable par la mise à contribution des revenus financiers des entreprises. Mais aussi, vous l'avez dit, il y a la question du taux de cotisation. Il faut pouvoir se poser la question, et moi je le dis à votre micro, il n'y a pas de contradiction entre une hausse à long terme des cotisations et une poursuite de la hausse des salaires nets également. Pour mettre la pression sur le gouvernement, Adrien Quatennens, est-ce que vous en appelez à une grève reconductible dans les transports publics, comme elle semble se profiler au début du mois de décembre? Moi, je souhaite que la mobilisation s'organise du mieux possible. Ce n'est pas mon rôle comme responsable politique d'appeler à la mobilisation. Au cas par cas, comme ça a été le cas, tout ce qui permet d'entreprendre un rapport de force. D'abord, de faire comprendre aux Français que tout le monde va être concerné, parce que l'une des vertus pour le gouvernement des régimes spéciaux, c'est de faire en sorte que les Français se battent entre eux, que finalement, quand vous avez à subir comme usager de la RATP, la grève de la RATP, vous soyez opposé à la grève, alors que précisément vous, sur le quai du métro, vous allez aussi être concerné et vous allez aussi
y perdre. Donc moi je souhaite que la mobilisation s'engage. Pour l'instant, je dois dire que la manière dont elle est engagée, moi m'inquiète. C'est-à-dire qu'on voit une multitude de mobilisations sectorielles, on voit des formes de mobilisation extrêmement traditionnelles. Je crois qu'il faut prendre les responsabilités, se serrer les coudes, et nous allons réfléchir dans les prochaines semaines, les prochains mois, à la manière de mener la bataille, parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'elle se poursuive de la manière dont elle est engagée, c'est-à-dire de manière assez défavorable. Mais la priorité, c'est de faire comprendre aux Français que derrière l'enfumage du gouvernement, il y a une réforme qui s'apprête à procéder à une baisse généralisée des pensions et que l'on peut faire autrement, raisonnablement, pour qu'on ait un autre projet que de travailler toujours plus dans un moment en plus où notre pays connaît un chômage extrêmement important. Merci à vous, Adrien Caténas. Merci à vous de m'avoir invité.